Le quartier de Jigiri à Nairobi est le cœur du pouvoir diplomatique en Afrique de l'Est. Derrière les murs d'enceinte électrifiés de la résidence de l'ambassadeur de la Fédération, je n'étais qu'un fantôme en uniforme de lin blanc. Je m'appelle Selam. Je servais le café Blue Mountain dans des tasses en porcelaine de Sèvres, glissant sur les parquets de bois rares sans jamais faire de bruit. L'ambassadeur, un homme d'une 60aine d'années aux yeux d'acier, m'ignorait totalement. Pour lui, j'étais un meuble de plus dans ce décor de luxe diplomatique. Un soir de réception, alors que le champagne coulait à flots pour célébrer un accord pétrolier secret, j'ai été chargée de nettoyer le bureau privé après le départ des dignitaires. La pièce était saturée d'odeurs de cigares et de cognac millésimé. En ramassant un verre cristal brisé près du coffre-fort mural, j'ai remarqué qu'il était mal fermé. L'ambassadeur, dans son ivresse de pouvoir, avait commis l'irréparable. Mon cœur battait contre mes côtes. J'ai poussé la porte blindée. À l'intérieur, pas de lingots, mais un dossier frappé du sceau, confidentiel, protocole Oméga. J'ai sorti mon téléphone de luxe, mon seul bien précieux, et j'ai commencé à photographier les listes de noms, les montants des pots de vin et les plans de déstabilisation d'un pays voisin. Soudain, la poignée de la porte tourna. L'ambassadeur entra, sa cravate desserrée, son regard troublé par l'alcool se fixant sur moi. La tension dans la pièce devint électrique, un mélange de terreur pure et de domination. Je ne baissai pas les yeux. À cet instant, je n'étais plus la servante, je possédais désormais la clé de son empire. Le luxe qui m'entourait n'était plus ma prison. C'était mon levier. L'ambassadeur s'immobilisa, sa main crispée sur la poignée en laiton. Le silence dans le bureau était si lourd qu'on aurait pu entendre la poussière danser dans le faisceau de lumière de la ville. Il regarda le coffre-fort, puis mon téléphone encore allumé dans ma main. Sa surprise se mua rapidement en une fureur glaciale. Il s'approcha de moi, envahissant mon espace personnel, son parfum de tabac et de luxe devenant étouffant. « Tu n'as aucune idée du feu avec lequel tu joues, Selam », murmura-t-il, sa voix basse comme un avertissement d'orage. « Ce téléphone ne quittera jamais cette pièce. Donne-le-moi, et je ferai en sorte que tu disparaisses simplement, avec une prime de départ généreuse. » Je fis un pas en arrière, non pas par crainte, mais pour garder mes distances. Je sentais la tension monter, une électricité qui n'était plus seulement politique, mais étrangement physique. Dans ce décor de marbre et de cuir, les rôles venaient de s'inverser. Le dossier Oméga est déjà sur un serveur sécurisé, monsieur l'ambassadeur. Mentis-je avec un aplomb qui le fit vaciller. Si je ne me connecte pas dans 1 heure pour annuler l'envoi, les noms des ministres corrompus d'Addis Abeba seront sur tous les réseaux sociaux. Il rit, un sang sec et dénué de joie, mais ses yeux trahissaient une hésitation nouvelle. Il réalisa que la servante éthiopienne qu'il considérait comme un simple ornement possédait une intelligence plus tranchante que celle de ses conseillers. Le luxe diplomatique de Jigiri était devenu son piège. « Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Une nouvelle vie ?»« Je veux plus que cela, » répondis-je en rangeant calmement mon téléphone dans ma poche. « Je veux la protection diplomatique, un passeport et une place à notre table de négociation. À partir de ce soir, je ne sers plus le café. Je dicte les conditions. » 3 jours plus tard, l'uniforme de lin blanc de la résidence de Jigiri n'était plus qu'un lointain souvenir. Je me trouvais à Addis Abeba, dans une suite monumentale de l'hôtel Skylight. L'ambassadeur n'avait pas eu le choix. Pour protéger son secret et sa tête, il devait faire de moi sa consultante spéciale en affaires stratégiques. Il m'avait ouvert ses lignes de crédit et les portes des boutiques les plus exclusives de la capitale éthiopienne. Je contemplais mon reflet dans le miroir en pied, orné de feuilles d'or. Je portais une robe en soie traditionnelle éthiopienne revisitée, d'un blanc immaculé avec des broderies d'or pur, qui épousaient mes courbes avec une précision provocante. Mes cheveux étaient coiffés en une couronne complexe, soulignant le port altier de ma tête. La servante invisible était devenue une vision de luxe et d'intelligence. L'ambassadeur entra dans la suite, son visage marqué par une insomnie chronique. Il me regarda, et pour la première fois, je vis de l'admiration mêlée à une peur viscérale dans ses yeux d'acier. La tension entre nous était devenue une arme. Il savait que chaque pas que je faisais dans les cercles du pouvoir d'Addis Abeba était une menace pour son protocole Oméga. « Tu attires trop l'attention, Selam. On devait rester discret, » grogna-t-il en me tendant un verre de Tej haut de gamme. « La discrétion est le luxe de ceux qui n'ont rien à prouver, Excellence, » répondis-je en ajustant mon collier d'opale. « Moi, je dois montrer à vos alliés que je suis celle qui détient désormais les clés de la ville. Ce soir, au gala de l'Union africaine, vous n'entrerez pas seul. Vous entrerez avec la femme qui peut vous sauver ou vous détruire. »
Le luxe d'Addis n'était pas un cadeau de sa part. C'était ma première conquête. J'étais prête à transformer un secret d'État en un trône. Le palais de l'Union africaine à Addis-Abeba était une forteresse de verre et d'acier, grouillant de gardes de corps et de diplomates au sourire de façade. Lorsque la limousine de l'ambassadeur s'immobilisa devant l'entrée principale, tous les regards se tournèrent vers nous. Je descendis la première. Ma robe en soie sauvage, d'un noir profond, contrastant avec des bijoux en or massif d'inspiration aksumite, imposait le silence. L'ambassadeur me suivait, un pas en arrière, jouant malgré lui le rôle de mon escorte. Dans la grande salle de réception, la tension était palpable. Les ministres cités dans le dossier Omega étaient présents, arborant des montres de luxe et des costumes sur mesure financés par la corruption. En me voyant au bras de l'ambassadeur, leurs visages se figèrent. Ils cherchaient à comprendre qui était cette femme éthiopienne dont la beauté n'avait d'égal que l'assurance glaciale. « Excellence, qui est votre charmante assistante ?» demanda le ministre des Mines, sa main tremblant légèrement sur son verre de cristal. « Selam est ma conseillère spéciale pour les dossiers de transparence », répondit l'ambassadeur, la voix blanche. Je m'approchai du ministre, l'envahissant de mon parfum de myrrhe et de jasmin. La tension sexuelle et politique dans ce cercle restreint était à couper le souffle. « Messieurs le ministre, j'ai beaucoup lu sur vos récents investissements à l'étranger, » murmurai-je avec un sourire prédateur. « Nous devrions en discuter en privé. Le protocole Omega exige une attention toute particulière. » Le sang quitta son visage. À cet instant, il comprit que je n'étais pas là pour servir le champagne, mais pour récolter les dettes. Le luxe de ce sommet n'était plus qu'un théâtre dont j'avais réécrit le script. L'ambassadeur me regardait, terrifié, réalisant que j'étais en train de bâtir mon propre empire sur les cendres du sien. De retour dans la pénombre de la suite présidentielle, l'ambassadeur arpentait le salon comme un lion en cage. Les murs de marbre blanc semblaient se refermer sur lui. J'étais assise dans un fauteuil en velours pourpre, un verre de cognac à la main, observant ses mouvements erratiques. Le luxe de cette pièce, autrefois son refuge, était devenu le théâtre de sa perte de contrôle. « Tu es allé trop loin, Selam », explosa-t-il enfin. « Menacer le ministre des Mines en public, tu vas nous faire tuer tous les deux. »« Non, monsieur l'ambassadeur », répondis-je avec un calme olympien. « Je vais nous rendre intouchables. Le ministre ne me tuera pas, car il a plus peur de ce que j'ai dans mon téléphone que de votre gouvernement. Et vous allez m'organiser une rencontre avec le chef des services secrets demain matin. » La tension entre nous n'était plus seulement celle d'une maîtresse chanteuse et de sa victime. Il y avait une fascination morbide dans son regard. Il s'approcha, posant ses mains sur les bras de mon fauteuil, me surplombant. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir son souffle court. « Pourquoi fais-tu ça ?» murmura-t-il. « Tu pourrais t'enfuir avec assez d'argent pour vivre 1000 vies. »« L'argent est pour les servantes, Excellence, » dis-je en effleurant sa cravate de soie. « Le pouvoir est pour celles qui savent garder les secrets. Je ne veux pas fuir. Je veux régner sur ce que vous avez aidé à construire dans l'ombre. » Je me levai, le laissant seul face à son reflet dans la baie vitrée qui surplombait Addis-Abeba. Le luxe n'était plus un décor, c'était mon armure. J'avais transformé une trahison en un pacte de sang, et la ville entière allait bientôt découvrir que la servante de Nairobi connaissait désormais tous les péchés des puissants. Le rendez-vous eut lieu dans un jardin privé, caché derrière les hauts murs d'une villa discrète de Bolais. Le chef des services secrets, un homme dont le visage était une carte de cicatrices et de secrets, m'attendait sous un pavillon de teck. L'ambassadeur, pâle et nerveux, restait en retrait. Le luxe ici était minimaliste, presque martial, une élégance de pouvoir pur. « On m'a dit que vous aviez une mémoire photographique, Selam », commença l'homme en versant un café noir serré, « et un sens de l'opportunité particulier. J'ai surtout le dossier Omega en ma possession », répondis-je en m'asseyant sans y être invité. « Et je sais que vous cherchez un moyen de neutraliser le ministre des Mines sans provoquer un coup d'État. » La tension dans l'air était électrique. Ce n'était plus du chantage, c'était de la haute stratégie. Je sortis une tablette cryptée, fournie par l'ambassadeur, et fis défiler quelques preuves. Le chef des services secrets observa les documents, puis releva les yeux sur moi. Son regard, autrefois méprisant, se mua en une reconnaissance froide. Il voyait en moi une alliée potentielle, une Sam capable d'infiltrer les sphères que ses agents ne pouvaient atteindre. Et que voulez-vous en échange de cette coopération ? Le poste de directrice de la communication stratégique à la présidence, dis-je en croisant mes jambes avec une assurance calculée, et une immunité totale pour moi et mes proches. L'ambassadeur continuera de me financer, car mon silence sur son implication est à ce prix. Le luxe de cette villa devint le berceau de ma nouvelle identité. Je n'étais plus la servante de Djidjiri, j'étais devenue la gardienne des secrets de la nation.
L'ambassadeur comprit à cet instant qu'il n'était plus mon patron, mais ma première ressource. J'avais transformé un secret d'État en un billet pour le sommet. L'opéra d'Addis Abeba brillait sous 1000 feux pour la clôture du Forum économique. C'était le moment idéal pour faire mon entrée officielle dans la haute société éthiopienne. L'ambassadeur, brisé par des nuits d'angoisse, marchait à mes côtés comme un automate. Je portais une robe en velours noir profond, fendue jusqu'à la cuisse, avec une traîne qui balayait le marbre comme une ombre souveraine. Autour de mon cou, un collier de diamants et d'émeraudes, prêté par les coffres de l'ambassade, rappelait à tous que mon pouvoir n'était plus une rumeur. Dès que nous franchissîmes les portes dorées, le brouhaha des conversations s'éteignit. La tension sexuelle et sociale que je dégageais était une provocation directe. Je n'étais plus la servante que l'on ne regarde pas, j'étais la femme dont on ne pouvait détacher les yeux. « Souriez, Excellence » murmurai-je à l'oreille de l'ambassadeur en serrant son bras. « Les photographes adorent les couples puissants. Ils ne savent pas encore que vous êtes mon plus bel accessoire. » Je traversai la salle, saluant les ministres corrompus avec une familiarité qui les glaçait. Le luxe de cette soirée, les robes à plusieurs millions de birrs et les sourires de façade, tout cela m'appartenait désormais. J'aperçus le ministre des Mines dans un coin, tentant de d'éviter. Je me dirigeais droit vers lui, ma traîne ondulant derrière moi. « Monsieur le ministre, j'espère que vous avez bien dormi » lançai-je d'une voix assez forte pour être entendue par ses proches. « Le dossier Oméga avance très bien, il ne manque plus que votre signature. » L'humiliation était totale. Sous les lustres de cristal, j'avais transformé un événement diplomatique en une exécution publique. Le luxe n'était plus une récompense, c'était l'arme avec laquelle j'allais saigner cette élite. La nuit était tombée sur la résidence diplomatique de Jigiri, à Nairobi, où nous étions retournés pour finaliser les transferts d'actifs. L'ambassadeur m'avait invité à un dernier verre sur la terrasse privée, un espace de tech et de verre suspendu au-dessus des jardins tropicaux. Le calme était suspect, l'air était lourd, saturé par l'odeur délices nocturnes. Il me servit un verre de vin de glace, un luxe rare, ses mains tremblant imperceptiblement. « À notre partenariat, Selam » dit-il d'une voix qui sonnait comme une condamnation. Je portais une robe en soie émeraude, fluide et provocante, qui glissait sur ma peau d'ébène. Je regardais le verre, puis son regard fuyant. La tension érotique et meurtrière dans cet espace clos était insoutenable. Je savais que les services secrets éthiopiens m'avaient prévenu. Il avait engagé un tueur de l'ombre pour récupérer le dossier. « Vous n'avez pas bu le vôtre, Excellence » remarquai-je en posant mon verre intact sur la table en cristal. Soudain, une ombre se détacha des feuillages. Mon nouveau garde de corps, un ancien agent d'élite que j'avais personnellement recruté grâce au fonds de l'ambassadeur, apparut derrière lui. Il posa une main ferme sur l'épaule de mon patron. L'ambassadeur s'effondra sur son siège, réalisant que même sa sécurité ne lui obéissait plus. « Le poison est une arme de lâche, monsieur l'ambassadeur », murmurai-je en m'approchant de lui, mon visage à quelques centimètres du sien. « Et vous êtes trop attaché à votre confort pour être un guerrier. À partir de maintenant, vous ne boirez et ne mangerez que ce que je vous autoriserai. Vous êtes ma propriété. » Le luxe de cette terrasse, autrefois son sanctuaire de pouvoir, était devenu sa cellule à ciel ouvert. J'avais retourné ses propres armes contre lui, transformant son ultime trahison en ma victoire définitive. Le lieu était un ancien entrepôt de café à Industrial Area, transformé en un loft ultra luxueux dont personne ne soupçonnait l'existence. Des murs de briques rouges, des canapés en cuir vieilli à 10 000 $ et une lumière tamisée créaient une atmosphère de club privé pour conspirateurs. J'avais convoqué les 3 plus gros financeurs de la région, ceux qui payaient les campagnes électorales et les pots de vin de l'ambassadeur. Je les attendais, debout derrière un bar en zinc massif, vêtus d'un pantalon de cuir moire et d'un chemisier de soie transparent qui laissait deviner une assurance farouche. L'ambassadeur était assis dans un coin, silencieux, comme un témoin à son propre procès. La tension dans la pièce était un mélange de curiosité masculine et de crainte révérencieuse. « Messieurs, l'ambassadeur prend sa retraite anticipée », annonçai-je en servant 3 verres de whisky japonais. « Mais ses engagements envers vous seront honorés, à condition que vous traitiez directement avec moi désormais. » L'un d'eux, un magnat du transport éthiopien, se mit à rire nerveusement. « Et pourquoi ferions-nous cela? Vous n'êtes qu'une employée ?» Je sortis une clé USB en dehors de ma poche et la posai sur le comptoir.
Je suis celle qui a empêché la fuite du dossier Omega ce matin. Sans moi, vos comptes à Maurice et aux Seychelles seraient déjà gelés par Interpol. Je ne suis pas une employée, je suis votre assurance vie. La tension sexuelle que je dégageais, mêlée à la menace froide de mes paroles, les fit basculer. Ils se regardèrent, puis regardèrent l'ambassadeur, qui ne fit aucun geste pour les contredire. Le luxe de ce loft devint le siège de mon nouveau conseil d'administration. J'avais racheté leur loyauté avec la peur, la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. La servante de Nairobi venait de prendre le contrôle de la banque. Le bureau de l'ambassadeur à Jigiri, là où tout avait commencé, me paraissait soudainement trop petit pour mes ambitions. J'y entrais sans frapper, mes talons marquant le parquet d'un rythme conquérant. L'ambassadeur était assis à son bureau, fixant le coffre-fort désormais vide. Il n'avait plus son arrogance de diplomate. Il n'était plus qu'un homme âgé dont le monde s'était effondré, entre les mains d'une femme qu'il n'avait pas daigné regarder. « C'est terminé, Selam. Tu as gagné », dit-il sans lever les yeux. « Le ministère a accepté ma démission pour raison de santé. Il te nomme attaché de liaison. Tu as ton immunité. » Je m'approchai du bureau et fis glisser mes doigts sur le cuir vieilli. Je ne ressentais aucune pitié, seulement une satisfaction glaciale. La tension entre nous s'était muée en une forme de respect forcé, une reconnaissance de ma supériorité stratégique. « Vous partez ce soir pour une villa isolée sur la côte », répondis-je, en ouvrant le tiroir pour y prendre ses sceaux officiels. « Le luxe de votre retraite sera votre seule consolation. Mais ici, le décor change. » Je fis signe à 2 ouvriers de haute couture qui m'attendaient dans le couloir. Sous ses yeux, ils commencèrent à décrocher les portraits officiels et à emballer les antiquités. Je remplaçai son luxe poussiéreux par une esthétique moderne, féroce et minimaliste. Le bureau de l'ambassadeur devenait mon quartier général. « Vous m'avez traité comme un meuble », murmurai-je en m'asseyant sur son propre fauteuil de cuir. « Aujourd'hui, je vous remplace par du mobilier plus fonctionnel. » Je déboutonnai ma veste de tailleur, me sentant enfin chez moi dans ce sanctuaire du pouvoir. L'ambassadeur se leva, ramassa sa mallette et sortit sans un mot. Il laissait derrière lui ses secrets, son influence et son luxe. La servante de Nairobi avait officiellement pris possession de la forteresse. Quelques mois plus tard, ma vie à Jigiri n'était plus qu'une rampe de lancement. Je me trouvais désormais à la tête d'un réseau d'information qui s'étendait de Nairobi à Dubaï. J'avais transformé le dossier Omega en une base de données vivante, une arme de dissuasion massive qui me permettait de négocier avec les plus grands fonds d'investissement du continent. Le luxe n'était plus une parure, c'était mon environnement naturel. J'organisais une rencontre ultra secrète à bord d'un yacht de luxe croisant au large de Mombasa. Autour de la table de marbre sur le pont supérieur, 3 femmes d'influence, des ministres et des dirigeantes de banques centrales m'écoutaient avec une attention presque religieuse. La tension sexuelle et intellectuelle, dans ce cercle de pouvoir exclusivement féminin, était vibrante, un parfum de liberté et de danger. L'ambassadeur était un vestige du passé, dis-je en ajustant mon bracelet d'or massif. Il gérait le pouvoir par la peur. Nous allons le gérer par la fluidité. L'information est le nouveau pétrole, et j'en possède les gisements les plus riches. Kenzo, mon chef de cabinet et garde de corps d'élite, servait le champagne avec une élégance discrète, son regard croisant le mien avec une complicité brûlante. Il était mon bras armé, l'homme qui avait assuré la transition physique du pouvoir. En le regardant, je me rappelais la petite servante qui tremblait devant le coffre-fort. Cette fille était morte, remplacée par une prédatrice au sommet de la chaîne alimentaire. Le yacht fendait les vagues de l'océan Indien, symbole de ma nouvelle mobilité. J'avais appris que dans le monde du luxe diplomatique, le secret le plus précieux n'est pas ce que l'on sait, mais ce que les autres croient que l'on est prêt à faire. J'étais Selam, la servante devenue architecte du destin de la Corne de l'Afrique. 1 an jour pour jour après avoir ouvert ce coffre-fort à Jigiri, j'ai retourné à la résidence pour une visite d'inspection. La villa n'était plus une ambassade, c'était devenu le siège de ma propre agence de conseil stratégique. Le luxe y était désormais moderne, épuré, à mon image. Je montais lentement l'escalier de marbre, mes talons résonnant dans le hall silencieux. J'entrai dans le bureau. Un nouveau coffre-fort, invisible et biométrique, était encastré dans le mur. À l'intérieur, plus de dossiers papier, mais le contrôle numérique total sur les secrets des hommes qui pensaient diriger ce pays. Je m'assis dans mon fauteuil, regardant par la fenêtre les jardins de Nairobi. L'ambassadeur n'était plus qu'une ligne budgétaire dans mes comptes, vivant dans l'oubli sur une plage lointaine. Kenzo entra sans un bruit, déposant un dossier sur mon bureau avant de se poster derrière moi. Ses mains se posèrent sur mes épaules, une présence rassurante et puissante. « Le ministre des Mines vient de démissionner, Selam », murmura-t-il à mon oreille, comme tu l'avais prévu. « Le pouvoir n'est pas de faire tomber les têtes, Kenzo », répondis-je en fermant les yeux, savourant le luxe du silence. « C'est de posséder la main qui tient la hache. »
La servante qui polissait l'argenterie avait disparu pour laisser place à une femme dont le moindre chuchotement faisait trembler les chancelleries. J'avais appris que le luxe ultime n'est pas de posséder des diamants, mais de posséder la vérité sur ce qui les porte. Je me levai, ajustant mon tailleur des soies noires, prête pour mon prochain sommet à Addis Abeba. J'étais Selam, la gardienne de l'ombre, et mon règne ne faisait que commencer. Le secret d'État était devenu ma liberté.